Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer un bilan du All-Star Game. On va également parler des Grizzlies de Memphis, mais aussi des joueurs et des équipes à suivre d'ici la fin de saison. Pour m'accompagner, c'est Tom Feller que je salue immédiatement. Bonjour Tom. Bonjour Josh, comment vas-tu? Content de te retrouver. Et ouais, moi aussi, ça fait un moment. Je sais plus quand est-ce que t'es venu la dernière fois, mais Ouais, ça fait c'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci, et puis de toute façon, même si j'apparais pas, je reste fidèle auditeur, et puis on discute, on échange aussi en DM, donc on perd pas le contact, même si je passe pas forcément dans l'émission, et puis content de t'entendre, et puis d'entendre Charles et les autres invités qui passent au fur et à mesure de l'année. Ouais, d'ailleurs, tu avais participé au mailbag la dernière fois, Oui. Et je réitère, j'en ai parlé à la toute fin du podcast, Oui. du dernier podcast. Je réitère l'invitation, chers auditeurs. Vous pouvez nous écrire vos questions, tout ce qui vous passe par la tête par rapport à la fin de saison. Voilà, c'est ça la thématique. Vous pouvez nous envoyer un mail à nbacornerpod@gmail.com. Vous nous envoyez vos questions, tout ce qui vous traverse la tête, l'esprit. Vous nous demandez, voilà, qu'est-ce qu'on pense de ci, qu'est-ce qu'on pense de ça, de tel joueur, telle équipe, je ne sais quoi. Voilà, ne nous posez pas des questions sur la cuisine. J'adore la cuisine, hein, mais bon, c'est pas un podcast de cuisine. Je suis désolé. On va sûrement évacuer ces questions-là, sauf si la question m'intéresse, bien évidemment. Mais voilà, donc vous êtes invités cordialement à poser vos questions. On traitera ça avec Charles la semaine prochaine. Donc voilà. Tom, on va parler de l'actualité qui est riche. Oui. On enregistre ce podcast, on est jeudi soir, parce que ça t'arrange, ça m'arrange. Et on s'est dit, tiens, on va se retrouver toi et moi jeudi soir, on va papoter, on va débriefer le All-Star Game. Il y aura eu qu'un match de jouer, la défaite des Lakers face aux Hornets hier soir. Donc voilà, on était parti sur un podcast tranquille. Et là, on vient d'apprendre la fin de saison de Victor Wembanyama, une thrombose veineuse à l'épaule droite. Brandon Ingram avait eu la même chose en 2019. Il avait subi une opération pour enlever ce caillot de sang dans l'épaule. Il était revenu la saison d'après. Il avait remporté le Most Improved Player of the Year, meilleure progression. Il est devenu All-Star également. La saison dernière, c'est Ozar Thompson qui avait à peu près la même chose fin mars. Il a été absent pendant 8 mois. Il est retourné sur les parquets en novembre. Donc, je croise les doigts pour Victor pour que ce soit quelque chose de bénin. Oui, de bénin, que ça se passe bien, que ça soit opérable et qu'il n'y ait pas de suite pour le reste de sa carrière. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à Chris Bosh, qui lui avait un caillot dans le poumon. Il en a eu plusieurs et il a fini par mettre fin à sa carrière. Je m'en souviens très bien. Donc, j'espère vraiment qu'on est loin de cette histoire. C'est vrai, après, par rapport aux exemples que tu as pris, on se rend compte que les joueurs ont pu revenir et surtout, ils n'ont pas rechuté de ça. Tu vois, les Thompson et même Brandon Ingram. Alors, Ingram, c'est vraiment le bon exemple. Ouais. C'est ça. La saison s'est arrêtée, puis il est reparti directement comme si rien ne s'était passé entre guillemets. Alors peut-être qu'il a encore peut-être qu'il garde des séquelles ou des choses comme ça, mais en tout cas, ça l'a pas empêché de revenir à un haut niveau et surtout, ça l'a pas empêché de poursuivre sa carrière. Il a pas eu d'absence par rapport à ça. Il n'a pas eu de nouvelles absences par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'on peut souhaiter à Victor qui partait notamment, qui était en quête de All-NBA, de potentiellement de play-in avec les Spurs sur la fin de saison, puisqu'ils ont fait un move assez conséquent pour faire venir De'Aaron Fox et même pour les trophées de défenseur de l'année, hein, tout ça c'est fini. Maintenant. En fait. Voilà, tout ça c'est fini à cause de cette terminé. La règle des 65 matchs. Voilà, les 65 matchs, les fameux. Et toi, t'aimes pas ça, toi? Alors, c'est pas que j'aime pas ça, c'est-à-dire que quand la règle est sortie, moi, ça m'avait choqué que ce soit autant. Parce que au final, quand on regardait au niveau des trophées, au moment où la règle est sortie, j'avais fait un petit podcast sur YouTube où j'avais fait un focus sur le CBA, cette règle des 65 matchs. Et en gros, ce que ça engendrait, c'est que au final, si la règle des 65 matchs avait été appliquée l'année où elle est sortie, il y aurait eu 5 joueurs qui n'auraient pas été All-NBA. 5 joueurs, c'est une équipe. Ouais, pour rappeler le principe, les All-NBA, c'est 15 joueurs. Il y a 3 All-NBA teams. Donc, tu as 15 joueurs. Donc, 5 joueurs, c'est énorme. C'est le tiers. C'est 33%. Voilà, c'est ça. Des effectifs. C'est énorme. Donc, en fait, si cette règle-là avait été appliquée juste avant, il y a 5 joueurs qui, normalement, qui ont été votés et élus, qui n'auraient pas été élus All-NBA. Et en fait, les conséquences que ça a, c'est que ça fait qu'il y a des joueurs qui ont le niveau pour être All-NBA ne le sont pas.
Donc ça rajoute de nouveaux All-NBA au pool et avec les règles de pourcentage du cap, avec les éligibilités au Supermax, on va se retrouver avec des joueurs qui, à l'échelle de la ligue, qui vont être peut-être aux alentours du top 20, 30, ben, vu qu'il y a des joueurs au-dessus qui ne sont plus éligibles, ben, ils vont se greffer au All-NBA et ils vont être éligibles au Supermax. Ce qui peut poser des contraintes des contraintes financières à leurs équipes après. On peut prendre le cas de John Wall au final, tu vois. Si on prend l'exemple de John Wall, il a été All-NBA une seule fois, dans la 3e team, et après il a signé le contrat qu'il a signé à Washington, et voilà, après sa carrière était finie, quoi. John Wall, c'est comme Gilbert Arenas, c'est quand même des braquages XXL de la ligue, ces gars-là, quoi. Non, mais tout à fait, effectivement. Ce qui est assez étonnant dans ces systèmes de la limite des 65 matchs, c'est que tu te retrouves avec des joueurs qui auraient pu facilement avoir. Là, Victor Wembanyama était outrageusement le favori pour être défenseur de l'année. Oui. Et donc il ne le sera pas. Et donc ce qui est assez étonnant dans cette règle-là, c'est que il y a des joueurs qui n'auront pas de bénéfices contractuels parce qu'ils n'auront pas atteint cette limite des 65 matchs et qui auraient pu gagner plus sur le mérite quelque part, je veux dire, de façon assez indéniable. Oui, sur le niveau de jeu. Oui, sur le niveau exactement. de jeu. Et par contre, ça ouvre la porte à d'autres joueurs qui, eux, n'auraient pas espéré forcément atteindre ce niveau-là ou avoir cet honneur-là de tel ou tel trophée, de telle ou telle sélection, et qui tout d'un coup se retrouvent, mettre leurs équipes face à des prétentions salariales que potentiellement l'équipe n'avait pas anticipées, quoi. C'est ça, par exemple, tu vois, il y a par exemple Evan Mobley, il y a de fortes chances qu'Evan Mobley soit All-NBA, mais comme il est aussi l'un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur défenseur de la 2e meilleure défense de la ligue, ben il peut devenir défenseur de l'année au final, il va peut-être se retrouver dans la course au défenseur de l'année. Et être soit All-NBA ou soit défenseur de l'année, ça va faire que plutôt qu'avoir un contrat max classique, il aura un contrat max sous la rose rule. Donc, plutôt que sa première année commence à 25% du cap, elle commencera à 30% du cap. Ce sont pas les mêmes ramifications pour les Cavs qui ont déjà des joueurs des Cavs qui ont déjà des joueurs avec des gros contrats. Et autre joueur à qui ça peut s'ouvrir, c'est Jaren Jackson Jr. et aussi Lou Dort, puisque on rappelle que Lou Dort, c'est aussi la clé de voûte de la meilleure défense de la ligue et l'une des meilleures défenses de l'histoire avec ce que produit OKC cette saison. Lou Dort à qui il reste 2 ans de contrat après la fin de cette saison-là, s'il devient défenseur de l'année, il peut être éligible à un contrat qui commencerait à 30% du cap. On va parler. C'est énorme. Je vais pas griller le suspense, mais on va potentiellement reparler de ça. Et qui est le favori maintenant des bookmakers pour devenir le défenseur de l'année? Je crois c'est Jaren Jackson Jr. Sérieux? Tu vois, je pensais que c'était Mobley. Ah non, c'est lui, c'est Jaren Jackson Jr. qui est passé. Sa cote est passée la première de façon assez importante et assez irrémédiable. Ok. Selon ESPN Bet. Ok. Écoute, tu vois, si lui il est élu, Paris sur Jaren Jackson. Si lui il est élu, plutôt qu'avoir un contrat qui débuterait à 30% du cap, il devient éligible à un contrat qui débuterait à 35% du salary cap. Et pour Memphis qui a fait des moves financiers, ça peut avoir des ramifications plus importantes. Des moves financiers parce qu'il doit aussi de Marcus Smart. Oui. Alors on va pas en parler maintenant parce que ça va être un de nos sujets. C'est pour ça que je t'ai invité. D'ailleurs, c'est pour parler des Grizzlies. Oui. Mais effectivement, cette question-là devient tout d'un coup importante. Le move de Marcus Smart, c'était justement pour être sûr de pouvoir re-signer Jaren Jackson. Enfin, ce move-là était clairement ouvrait la possibilité financière aux Grizzlies de re-signer Jackson. Et effectivement, là, tout d'un coup, ça peut changer du tout au tout, quoi. C'est ça. Et on a vu des équipes qui, citons-le Nico Harrison, qui n'est pas forcément enclin à donner 35% du cap à des joueurs qui sont multiples All-NBA First Team. Ouais, commence pas à me brancher sur Nico Harrison et les Mavericks, ça va mal se passer absolument là. Là, on va partir, on va faire le podcast là-dessus, on va parler d'aucun truc dont on voulait parler là. Commence pas, je suis encore chaud bouillant sur le sujet.
On me fera pas croire que c'est Nico Harrison qui a pris cette décision. Je suis désolé désolé de le dire, Je mais suis totalement d'accord avec toi. jamais de la vie, c'est ce mec-là qui a pris cette décision. Je ne peux pas. C'est lui qui appuie sur le bouton, mais il a eu des ordres Voilà. d'en haut. Il y a ses empreintes sur le bouton. Il y a aucun problème là-dessus. C'est pour ça qu'il est là. Il est là pour prendre le feu qu'il prend depuis tout ce temps-là. Ouais. Mais voilà. Voilà, donc on espère bien évidemment un prompt rétablissement à Victor Wembanyama. Oui. Ça me fait mal au cœur de savoir qu'on ne le reverra plus sur le parquet. J'espère que son retour se fera le plus rapidement possible, enfin dans le temps imparti, de façon à ce qu'il soit totalement, feu vert total sur la santé et qu'il puisse revenir sans aucun danger, qu'il n'y ait pas ensuite des trucs plus graves comme parce qu'après tu as des risques d'embolie pulmonaire, des risques vraiment graves au niveau cardiaque et ainsi de suite. Donc, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Oui. Dans les news également, on a eu Bobby Portis suspendu 25 matchs, contrôle positif pour un contrôle de doping. Je savais même pas que la NBA faisait encore des contrôles de doping. J'ai toujours un problème avec ça. Je t'avoue que la ligue suspend des joueurs pour des prises de produits illégaux. Parce que c'est pas sérieux. Enfin, on va pas se mentir. Il y a rien de sérieux dans le contrôle antidopage en NBA. Et que tout d'un coup, on se retrouve avec ce joueur lambda. Enfin, lambda. Je pense que les fans de Milwaukee, on peut en parler rapidement, sont un peu dégoûtés parce que pour le coup, Bobby Portis, c'est un joueur important de leur effectif à un moment où ils sont vraiment selon moi, un carrefour de leur histoire. Ils ont besoin de tout le monde. À un moment où ils ont besoin de tout le monde. Ouais, et puis ils ont surtout besoin de convaincre Giannis Antetokounmpo qu'il faut rester, quoi. Ouais. Et ce qu'on n'aurait pas dit quand Damian Lillard avait été transféré là-bas. Mais là, tout d'un coup, les Bucks, c'est un peu compliqué et ça vient mettre une nouvelle fois un bâton dans les roues des Bucks, quoi. Ouais, oui. Ouais, surtout que les Bucks, on sait que c'est une équipe assez âgée, qu'ils ont un coach qui fait pas forcément confiance aux jeunes joueurs et qui se retrouve finalement l'arrivée de Kyle Kuzma va faire un peu de bien à cette équipe-là parce qu'il va être capable d'engranger des minutes. On voit que Giannis va revenir de blessure petit à petit, mais voilà, c'est une équipe qui a tout intérêt à soigner les bobos avant d'entamer un run de playoff et malheureusement perdre Bobby Portis pour 25 matchs, il va rester que 3 matchs quoi, puisque globalement 4 matchs, je crois, il revient, il est censé revenir le 8 avril contre les Timberwolves. Oh là là. Donc tu vois, il restera 4 matchs à jouer dans la saison régulière donc. C'est ça où on se dit que le All-Star Game, on a l'impression que c'est à la mi-saison, mais au final c'est vraiment il y a 2/3 de la saison qui est jouée quand on arrive au All-Star Game en fait. Ouais. C'est ça. On croit on pense souvent que le All-Star Game c'est la coupure à la mi-saison puisque il y a souvent par exemple les classements et les stats avant le All-Star Game, après le All-Star Game où on se dit c'est un peu la mi-temps, sauf que non, il y a 2/3 du calendrier qui sont joués et là il reste juste un. Ouais, c'est le pit stop avant la dernière ligne droite quoi, avant le sprint final. Tu changes les pneus. Ouais, c'est ça, ouais. tu checkes le moteur et puis tu vois si tu peux dans quel état tu peux finir la saison quoi. Exact. Et d'ailleurs c'est marrant parce que là on a vraiment plein de dynamiques différentes. Elle est pas mal cette fin de saison. En tout cas, moi j'y trouve tout à fait mon intérêt, même s'il y a des favoris assez clairs qui sont là, qui sont identifiables. On va en parler justement toi et moi. Du moins les équipes qui nous semblent être intéressante particulièrement à suivre, mais on pourrait parler de plein d'équipes là. Il y a énormément de choses intéressantes et on va en parler dans les prochains numéros du podcast d'ailleurs. Alors d'ailleurs, on va parler de Memphis, on va parler d'autres équipes. Je tiens à réexpliquer que les gens qui pourraient dire ah ouais, dis donc, vous parlez souvent des mêmes équipes, mais je me suis fait la réflexion, tu sais Thomas, que dans une saison NBA, je sais pas si tu partages cet avis, mais souvent tu tournes un peu sur certaines équipes, sur certains joueurs, mais parce que c'est eux qui, chaque saison, en fait, t'as des équipes et des joueurs qui tiennent les rôles principaux, dirons-nous, d'une saison. Et c'est toujours intéressant de suivre leur évolution dans la saison, de suivre leur montée en puissance, des fois leur chute, des fois leur coup de mou, puis hop, ils parviennent à se relancer. Et moi, je t'avoue que c'est quelque chose c'est ça dont j'aime parler, en fait, quand je suis une saison NBA. Ouais, assez d'accord avec toi, sachant qu'il y en a pour tous les goûts.
Malheureusement, pour la conférence Est, on va dire qu'il y a tellement peu de choses qui se jouent, entre guillemets, dans le bas de la conférence Est euh, pour avril. Enfin, il y a peu de choses qui se jouent avant juin. On va dire ça pour le milieu, voire le bas de la conférence Est. Et la conférence Est, c'est un peu triste tout net. À là où tu peux avoir, par exemple, une conférence Ouest où tu as, par exemple, du premier au 12e, tu vas avoir des storylines, voire même au 13e, hein, puisqu'on voit que Portland commence à revenir aussi... enfin, à enchaîner pas mal de victoires avant le break, même s'ils ont terminé sur trois défaites, il reste sur 3 défaites consécutives. Mais en fait, tu as des petites storylines comme ça qui peuvent popper un petit peu partout dans la conférence. Là où l'Est, en dehors, par exemple, des blessures ou des méformes ou des choses assez négatives, vu qu'il y a pas mal d'équipes qui sont décevantes, bah, tu passes moins de temps à en parler, malheureusement. Oui, complètement. Après, moi, il y avait des équipes comme les Hawks qui m'ont fasciné en début de saison parce que j'aimais bien leurs joueurs. Et puis, c'est vrai que là, depuis la fin de saison de Jalen Johnson, même si je regarde toujours un peu les Hawks pour Riz Ouais. Ashley, mais bon, je les suis beaucoup moins qu'en début de saison, où bizarrement, je me retrouvais toujours à mater les Hawks. Bah après, les Euh, Hawks, généralement, les Hawks en France, on les regarde souvent parce qu'ils commencent tôt. mais oui, C'est mais oui, généralement les matchs les mais tout plus à tôt fait, avec mais Washington. tout à fait. C'est comme le Hornets, je me retrouve souvent à Ouais, regarder des matchs des Hornets parce que c'est tôt et que c'est le premier match. Enfin, on dit voilà, tôt. c'est Enfin, les matchs faciles à regarder, quoi. voilà, c'est ça. C'est le premier match, généralement, tu vois, C'est minuit et ça. demi. Voilà, là où ça commence, les choses sérieuses commencent à 1 heure et demie. Et après, tu as les pires heures. Pour moi, les pires heures où il y a les matchs NBA, c'est entre 2h30 et 3h30. Ouais, Parce que complètement. c'est trop dur de tenir pour attendre, parce qu'au final, tu vas regarder la première mi-temps, tu vas t'endormir potentiellement. Et si tu t'endors, t'es pas obligé de te réveiller à 3h30, quoi. Exactement. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Euh, Tom, on va parler vite Ouais, fait du All-Star Game. J'ai oui. prévu voilà, ça commence à devenir une habitude chez moi. J'écris mes pensées et mes sentiments je couche ça sur la feuille. Je vais cracher mon truc et après je t'inviterai à réagir à ça, ok? Ok. Attends, ben, je m'allonge sur le canapé. Vas-y. Hop. Allez, c'est parti. Je vais être tout à fait honnête, je n'attendais rien de ce nouveau format du All-Star Game. Mais je ne m'attendais certainement pas à ça. Un événement où le basketball, en tant que sport, s'est retrouvé relégué au second plan d'un spectacle où les téléspectateurs se retrouvent noyés par un flot incessant de happenings avec des humoristes et des influenceurs. On y a trouvé également tout ce discours qui ne cesse de nous expliquer à quel point le basket moderne est une farce, que c'était mieux avant, que ce All-Star Game n'a strictement aucun intérêt avant même qu'il ne commence. On a eu ce moment hallucinant avec Kevin Hart en charge d'animer la soirée du dimanche, la plus importante du week-end, en train de disserter sur le fait que les pivots ne jouent plus au poste et blablabla et que les joueurs ne respectent plus le jeu comme autrefois ou je ne sais quel autre poncif qu'on ne cesse d'entendre depuis des années maintenant. Le tout devant les regards médusés de Che Gilgeous Alexander qui n'attendait qu'une chose. Quoi? Jouer au basket? Ouais, le All-Star Game, le All-Star Game NBA. Et ben des fois on joue au basket, bordel. Ouais, ouais, ouais. Et on parle de gars, de gens, de joueurs qui ont un talent que seule une infime partie des personnes qui pratiquent ce sport à travers le monde détiennent. Ouais. Faut-il tuer le All-Star Game? Personnellement, oui, je le crois. La NHL, la NFL ont fait évoluer leur format. Ils sont sortis du truc classique avec succès. Ils ont inventé de nouvelles formules. Euh, et il y a certainement des solutions à trouver. Mais pour moi, en fait, ce qui m'a énormément choqué, ce qui me semble être absolument primordial, quand je vois ce qui s'est passé là, c'est de remettre le sport au cœur de l'événement. Parce que c'est lui qui sert de lien à notre passion commune. Sur 3 heures de All-Star Game dimanche dernier, moins de 30 minutes de basketball ont été disputées sur le parquet, où des joueurs ont joué au basket. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? 30 minutes, moins de 30 minutes, 26 minutes précisément, sur 3 heures de All-Star Game. Dans une ligue où le moindre moment est sponsorisé et où les diffuseurs sont rois, il me paraît hallucinant que de plus en plus le sport en lui-même soit de moins en moins mis en valeur par l'ensemble de la machine qu'est la NBA. Comme je l'ai déjà dit, dire que la NBA est devenue une ligue où les équipes se contentent de tirer à 3 points est une caricature insupportable pour ceux qui suivent la ligue et apprécient la dimension tactique et stratégique du basketball pratiqué aujourd'hui. Le jeu évolue et tant mieux.
Prenez le temps de regarder un match des années 1990, période que j'ai adorée, puisque c'est ce moment-là où je suis tombé amoureux du basket, et vous constaterez à quel point le basketball a changé en 30 ans. Et c'est une bonne chose, c'est positif, heureusement qu'il y a eu des évolutions dans les règles. Ça a permis beaucoup d'évolutions qui ont fait que le basket est devenu, alors voilà, peut-être trop tourné vers l'attaque pour certaines personnes, mais on oblige quiconque à regarder les matchs. Si t'aimes pas le basket actuel, fais autre chose. Il y a personne qui t'empêche de le faire. De nouveaux acteurs vont diffuser l'NBA outre-Atlantique dès la saison prochaine, notamment la chaîne CBS qui apparemment ont engagé Carmelo Anthony, sont prêts d'engager Gilbert Arenas. Donc ça me donne pas forcément confiance dans ce qui va se passer. Parce que je pense vraiment que... Alors moi, je suis pas là à demander à ce que ce soit une bande de béni oui illuminés qui nous disent « Ah, le basket, c'est trop génial, c'est formidable » et qui n'émettent jamais aucune critique. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il me semble quand même primordial pour cette ligue de mettre plus en avant les personnes qui cherchent à tirer le jeu vers le haut, à expliquer pourquoi on aime ce sport, qu'est-ce qu'elle a comme dimension stratégique, tactique, qu'on explique les évolutions qu'elle a eues, plus. Alors peut-être que ça intéresse pas les gens, mais on aurait tort de dénigrer les passionnés. Ceux qui se lèvent la nuit pour regarder les matchs, ceux qui épluchent le jeu, ceux qui regardent encore et encore et encore et encore, c'est eux la colonne vertébrale des fans, des supporters de cette ligue. Et je trouve qu'on devrait probablement moins tendre le micro à ceux qui ne cessent de cracher au visage de la ligue et qui sont en plus payés pour le faire. Tom, dis-moi ce que tu as pensé de ce All-Star Game. Bah écoute, moi j'ai pas regardé du tout, ça fait très longtemps que je ne regarde plus enfin je me réveille plus pour ça quoi. Je me réveille plus pour ça. Quand j'étais plus jeune, en plus j'habitais aux Antilles, donc ça passait à heure raisonnable, donc je regardais. Mais depuis que je suis en France hexagonale, on va dire que j'ai regardé peut-être 2 années. Moi je préfère regarder, tu vois, je regardais les replays, les highlights, mais je Quand est-ce regarde que plus tu as du tout. arrêté de regarder ou quand est-ce que ça t'a vraiment gonflé le All-Star Game? Quand est-ce que tu t'es Oh. dit, franchement, non quoi, j'arrête? Euh, Je pense que c'est l'année, je crois que c'est l'une dans les dernières années de Wade. Quand il y D'accord. a Wade et Doc, je crois que c'est l'année où il y a juste après, enfin l'année où il y a Wade et Doc qui sont All-Star, mais qui sont pas All-Star en tant que All-Star, mais qui sont All-Star en tant que achèvement de carrière. Ah oui, Et je je crois que vois. ouais, c'est cette année-là, ça avait commencé. Et je crois que c'est quand il y avait tous les points là, c'est à Indiana? C'est à Indiana, le Peut-être bien, l'All-Star ouais. Game à Indiana où ça tirait à 3, ça faisait que tirer à 3 points ou des choses comme ça. Il me semble que c'est Peut-être. le All-Star Game d'Indiana. Celui de l'an dernier. Je crois que c'était Indiana, non? C'est Je le sais même truc. plus. Ouais, je sais même plus. Mais en tout cas, ouais, ça fait très longtemps que je regarde plus en direct. Moi, je me contente, même les, Oui, c'est tu vois, ça, les c'est de tournois, tout ça. 2024 à Indiana. Même les tournois, tout ça, je regarde littéralement en replay. Hein, ça, voilà, le sommeil est trop précieux. À mon âge avancé, le sommeil est trop précieux pour regarder quelque chose qui me procurerait aucun plaisir, concrètement. Oui, bien sûr. Après, moi, je pense toujours, enfin, je me dis, ouais, je me dis toujours, je sais pas, c'est pas parce que toi t'es blasé ou aigri Mhm. du All-Star Game. Je me souviens que quand j'étais enfant, moi, Oui, j'avais envie de voir la superstar que j'aimais bien, oui, les joueurs que j'aimais bien jouer ensemble. oui. J'aimais bien ça, j'aimais bien voir Michael Jordan faire une passe à Charles Barkley Oui. et tous ces joueurs qui jouaient ensemble à l'époque où le Magic était bon, la voir Penny Hardaway et Shaq jouer avec Scottie Pippen et Michael Jordan dans la même équipe, Mhm. avec Pat Ewing, avec David Robinson Oui. et Jason Kidd, Tim Duncan, enfin tous ces joueurs-là. Enfin, j'aimais bien voir les joueurs jouer ensemble. Et quand j'étais enfant, ça me fascinait tout ça. J'adorais ce moment parce que c'était un moment de fête du basket et ça jouait à un minimum, tu vois. Il n'y a jamais eu une défense de fer au All-Star Game. On va pas se mentir. Maintenant, il y avait aussi du jeu et il y avait toujours une fin de match plus ou moins épatante. On se souvient de ce All-Star Game de 2001.
et All-Star Game de Oui. 2003 aussi, c'est le dernier de Michael Jordan, Oui. où ça joue à minima, quoi. Mais Ben, c'est ça qu'on c'était retient, en fait, c'est marrant, quand c'est c'était, serré. voilà. Mais il y a une compétition tout en prenant du bon temps. Alors qu'aujourd'hui, ça ne soit plus ça. Ok, pourquoi pas. Que le format évolue. Ok, pourquoi pas. Moi, c'est pas ça que je remets en question finalement. Qu'ils veuillent changer les choses, pourquoi pas. Mais je pense très sincèrement que ce n'est pas ce qu'on a vu là. Ce n'est pas du tout la solution. Ouais. Trop Bah, ouais. d'influenceurs, trop de blabla. T'as l'impression d'assister à un stand-up Mm. et tout ce truc, tout ce temps passé à parler et à dire ah le basket c'était enfin, tout Ouais. ça m'insupporte au plus C'est haut ça, le point. basket, il est plus au centre. Là où avant, même si ce qui se passait sur le terrain n'était pas plaisant, mais le terrain était au centre de tout. Là où tu as Au eu moins t'avais l'impression, en un tout cas match. avec le format, ouais, tu avais un match, puisque après là, le format de cette année, encore une fois, quand j'ai vu, effectivement, ça fait pas beaucoup de points, hein. Ça fait pas beaucoup de points à atteindre, donc t'as pas beaucoup de temps de jeu au global pour Comme si tous tu les jouais un joueurs. carton quoi. C'est Et ça, c'est encore. ça. Et puis il y a des, et encore une fois dans le fonctionnement, puisque quand une des équipes gagne, il faut que les autres aient le temps de s'échauffer. Donc tu vois, dans le point de vue logistique aussi, c'est pas pareil, tu vois. Non Donc mais ouais, c'est complètement. dommage, c'est dommage. Je trouve ça en fait je trouve ça assez triste et je comprends bien la difficulté aujourd'hui qu'a la NBA. Notamment moi je pense véritablement que le format monde contre les joueurs américains, c'est un truc qui pourrait vraiment fonctionner parce qu'il y aurait quelque chose de plus de comment dire. Je pense qu'il y aurait un esprit de compétition qui se développerait assez naturellement dans ce truc-là. Après, j'ai bien compris que les sélections All-Star Games, c'est important pour les contrats, encore une fois. C'est important pour le bilan de la carrière d'un joueur, pour son entrée au Hall of Fame ou pas, et ainsi de suite, pour le palmarès, quelque part. Ça fait partie du palmarès. Mais pourquoi on se prend la tête, en fait? Pourquoi on pourrait pas nommer des All-Stars, dire, voilà, toi, t'es All-Star, t'es All-Star, t'es All-Star, t'es All-Star, et puis on fait ce match quoi, on fait ce match monde contre les joueurs américains et je sais pas comment tu te dépatouilles avec tout ça, mais il y a un moment où je sais pas, j'ai l'impression que on se complique vraiment la tâche en essayant d'imaginer des choses. En tout cas pour moi c'est clairement pas la solution qui a été proposée là, où c'est Ouais. devenu enfin c'était absolument impossible à regarder quoi. Ben, pour reprendre les mots de notre président, c'est pas un échec, c'est que ça n'a pas marché. Voilà, on sait que voilà. Ah, j'adore. Waouh. Ah la vache, la citation de personne n'attendait ça. Non, mais globalement, enfin, Adam Silver, Extraordinaire. il fait pas mal de tests depuis qu'il est arrivé en poste. Il s'est bien rendu compte que le format du All-Star Game s'essoufflait puisque les joueurs semblaient ne pas. Et après, on peut les comprendre. Hein, d'un point de vue contextuel, la saison est longue. Les gars, il y a eu aussi les JO. Les stars sont très âgés globalement dans la NBA. Là, il y a beaucoup d'aspects médiatiques dans le côté All-Star Game. Et en fait, c'est ta seule semaine entre guillemets de vacances, tu vois, dans l'année là pendant la saison. Qu'est-ce que tu vas aller jouer sérieusement? Tu vois, je les comprends aussi. Tu vas pas prendre des risques à aller jouer forcément Je comprends, mais alors, sérieusement, voilà. à partir du moment où on a pris, parce que avant, c'était une Mm. vitrine du Oui, jeu. C'était oui, une vitrine internationale du oui. basket et c'était une façon de séduire un nouveau public, de séduire les téléspectateurs. Mm, Aujourd'hui, alors peut-être effectivement que la NBA ne se sent pas l'obligation de faire ça. Et très ouais, sincèrement, tu vois, même le concours de dunk, je veux dire, euh, là, McClung, tout ça, et j'ai envie de dire, arrêtez d'essayer toujours de dire, ouais, les superstars, tout ça, les joueurs. Je peux comprendre. Je suis pas sûr qu'on aura des superstars régulièrement qui viendront faire le concours de dunk. Pourquoi on ne mm. fait pas venir des acrobates là qui ont des chaînes YouTube? Si tu veux venir faire des influenceurs, fais venir Ouais, des influenceurs qui jouent au basket et dont c'est la passion et qui se cassent le dos à essayer d'inventer des chorégraphies en l'air complètement folles. Ça, mm, peut-être que ça pourrait faire un concours de dunk absolument époustouflant où on mm, verrait des dunks qu'on n'a jamais vus avant. Et mm, ce serait un concours entre, je sais pas moi, 4 acrobates sélectionnés par les internautes. mhm. Pourquoi pas le concours de tir? On peut imaginer d'autres formules. Le truc Curry Ionescu l'an dernier, c'était pas mal.
Mm. Là, cette saison, c'était un peu ronflant. Alors que Effectivement, t'as regretté un peu la semaine dernière, tu disais que justement, t'avais regretté un peu que le format n'ait pas été reconduit, même si tu comprenais pourquoi. Oui, oui, non, mais après, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait trouver, mais je pense qu'il y a des choses à trouver dans le Skills Challenge, Bah, ça aussi, à mixer ça, avec des joueuses de la WNBA, ouais. peut-être des anciennes légendes pour réunir un peu les générations. J'en sais rien, tu vois. Je suis pas expert en All-Star Game. J'ai pas passé mon brevet. Mais, Ça a été un flop enfin, c'est un peu un flop, tu vois, avec mais complètement. Chris Paul et Victor qui tentent enfin, qui essaient de truquer un peu le format, quand Mais même, en tu fait, vois. on a parlé du All-Star Game que pour les mauvaises raisons. Alors, je sais pas Voilà, c'est ça, c'est triste. si c'est la génération Ouais. Non, mais il y a un truc qui est de ça. intéressant, Mais... c'est dans ce que tu as dit tout à l'heure, parmi Ah, toutes les quand choses même, que j'ai dit tu un as truc dites aussi. intéressant. Bah, Fou. bien Ah, sûr. tu m'as fait peur. Quand tu as parlé justement d'avant que le côté All-Star Game, c'était vraiment la vitrine Ouais, de la ligue. Mais en fait, aujourd'hui, les canaux de diffusion, avec ton League Pass, tu peux voir tous les joueurs n'importe quand, à n'importe quel moment. tout à fait. Là où avant, enfin, à l'époque où on regardait le basket encore peut-être à la télé ou sans le League Pass ou quoi que ce soit, bon, en fait, tu as des joueurs que tu voyais 2 fois par an. Tout à fait. C'est Quand tu vrai. avais un match, voire 2 matchs par semaine, C'était l'événement, quoi. Hmm. le vendredi soir ou le mercredi soir ou le mardi soir, ben voilà, c'était l'événement et tu voyais pas toutes les équipes. Tu pouvais pas voir toutes les équipes. Là, tu as la possibilité de voir toutes les équipes soit via le League Pass, soit via la Mhm. télé. Donc, je pense que voilà, c'est moins une vitrine, en tout cas à l'international, puisque la NBA se porte bien à l'international. C'est plus sur ses propres terres que la NBA a des problèmes en termes de diffusion, quoi. Oh, tu sais ce qu'on devrait faire? Putain, j'ai une idée. Je vais écrire un mail à Adam Silver. Ou je vais l'appeler. Tiens, je vais l'appeler en live dans le podcast. Vous êtes prêts? Non, je déconne, j'ai pas son numéro. On devrait faire. Non, mais je pense à Adam Silver pour tu sais, c'est lui qui était là à nous dire ouais, j'aimerais bien mettre des cartons de 10 minutes comme dans Ouais, comme en En FIBA. FIBA. Et ben FIBA, pourquoi ouais. tu fais pas ça? Tu fais un All-Star Game monde contre les USA. Tu fais les règles FIBA où ça peut bastonner un peu, où t'as 10 Mm. minutes par carton, où t'as pas 10 000 temps morts, 10 000 reviews, 10 000 machins qui coupent le jeu et qui font que ton match il dure 4h30. Et je suis sûr que ça peut être un moment super fun. Mm. Ouais, avec peut-être le sentiment de fierté, tu vois, les Américains qui voudront pas forcément perdre contre les internationaux. Mais après, encore une fois, on va se retrouver avec Bogdanovic All-Star, quoi. Mais on s'en fout on s'en fout justement. Mais c'est Justement, on pas s'en juste. fout. Mais c'est pas Non, mais juste. il sera pas All-Star, c'est ce que je disais tout à l'heure. T'es pas obligé d'en Ah, faire un ok. All-Star. Il fera partie de l'équipe. Il Il fera partie participe de à l'équipe l'équipe. monde parce que Ouais. on verra combien de joueurs internationaux en rab il faut faire venir pour constituer une équipe. Après, voilà, tu as la question de savoir est-ce qu'on se retrouverait pas avec des joueurs américains qui sont All-Star mais qui peuvent pas jouer, tu vois? Ouais, bah Parce que oui. l'équipe, il y en a trop. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Mais je sais pas, après, à eux d'être inventifs, c'est pas moi qui vais, je te dis, c'est pas moi qui vais créer le truc. Mais tu nommes des All-Stars, comme ça, c'est marqué sur leur palmarès, voilà, bravo mec, t'es All-Star. De toute façon, ils veulent pas jouer. Ouais. De toute façon, Bah, ça les sinon, tu fais emmerde. Tu comme leur le dis, NBA, tu hein. lui dis, voilà, t'es All-Star, t'as pas envie de jouer, vas-y, casse-toi. T'es blessé. Toi, LeBron et Anthony Edwards, ils ont pas joué. Ouais. LeBron, il a pas joué son match. Ah, j'ai mal au pied. Bah, il avait pas mal au pied face à Charlotte. Ouais. Bah voilà. T'as 42 ans, t'as 45 ans, t'es fatigué. Vas-y, repose-toi, y a pas de problème. On va faire un match sympa. Ouais. Bah, sinon, c'est Mais faire t'es comme le All-Star. T'es NBA. All-Star, ça Sinon, compte dans ton palmarès. c'est faire comme le NBA et ne pas jouer le match. Voilà. T'as une sélection All-Star, tu garantis le palmarès, tu garantis la continuité du vote au mérite, avec Ouais. les fans qui vont élire. Les fans peuvent toujours élire les 5 majeurs, il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, Ouais. ça fait 10 joueurs, il y aura de quoi nourrir les deux clubs. Aujourd'hui, il y a tellement de joueurs internationaux qui sont les meilleurs joueurs de la ligue, il n'y a aucun problème là-dessus, tu vois. Antetokounmpo, Doncic, Jokic, Wembanyama, tout ça, hop, c'est facile, c'est pas compliqué. Et puis hop, le reste, tu combines ça avec les coachs, tout le monde fait son boulot de d'habitude, il y a aucun problème, ça change rien. Par contre, tu fais un match fun Ouais. avec les Ouais, matchs je vois ce que tu veux FIBA dire. où on verra les Américains mordre la poussière. Et puis une fois qu'ils auront mordu Match la FIBA. poussière une ou deux fois, bah, peut-être qu'ils prendront ça au sérieux. Team USA, ils perdent pas trop en FIBA, hein. Mais si, ils perdent en finale. Bien sûr que si, ils perdent en finale. La France les bat. Ouais, pas toujours aux Jeux Olympiques, mais ils ont perdu face à l'Allemagne au championnat du monde.
Ils ont Oui, c'est perdu vrai. contre la C'est France vrai. au championnat du monde d'avant. C'est Donc vrai. C'est vrai. ils perdent. Hein. Mais Il faut pas avec Team USA, Team USA. faut qu'ils ramènent la grosse artillerie. Mais bon, là, Ouais. ils ont ramené les anciens pour leur dernier tour de piste. Ouais. Le renouvellement derrière, il est pas. C'est Il est pas pas. super D'ailleurs, garanti que la team USA elle c'est soit vrai. vivante très longtemps. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, on pourra se poser la question du prochain. D'ailleurs, je mettrai ça dans le mailbag. Quel sera le prochain MVP américain? Ouais. Ouais, ouais, complètement. C'est une très bonne question. Est-ce que tu penses que les Américains seront favoris aux Jeux Olympiques de 2028? C'est 2028? Ouais. Ouais, C'est à à Los Los Angeles? Angeles? Ouais. Oui, je pense, hein. Bah, moi, je pense pas. Je Je pense qu'ils pense seront pas, je favoris, hein. pense pas du tout qu'ils seront favoris. Enfin, ils seront favoris, peut-être qu'ils seront favoris, mais je Je suis pense pas pas sûr qu'ils. qu'ils gagnent, Je suis mais pas ils sûr qu'ils seront gagnent la médaille. favoris. Je suis pas sûr Ouais, qu'ils pas gagnent sûr la qu'ils médaille gagnent, mais d'or. ils seront favoris, je pense. En tout cas, je pense que ça sera un des tournois olympiques. Là, j'exagère un peu parce que je m'enflamme. Vous devez le sentir dans ma voix. Je suis chaud patate sur cette histoire de All-Star Game là tout d'un coup, mais, mais je suis persuadé que ça sera potentiellement un des tournois olympiques les plus ouverts qu'on ait eu depuis belle lurette, quoi. Ouais, ouais. Depuis une vingtaine d'années au moins. Donc, ouais. Non, non, passionnant, passionnant. Allez, on va passer aux Grizzlies, Tom. On va passer au sujet du pourquoi du comment t'es là. Les Grizzlies qui pointent en deuxième position à l'Ouest après une saison passée cauchemardesque en raison des Oui. blessures, des suspensions et tout et tout. Actuellement, ils ont la cinquième attaque la plus efficace de la ligue, la neuvième défense. Je crois qu'ils sont sixième en net rating, un truc comme ça. Des indicateurs encourageants sur la capacité de cette équipe à réaliser potentiellement une solide campagne en playoff. J'aime beaucoup la saison de Jaren Jackson Jr. Desmond Bain, j'ai hâte de savoir ce que t'en penses. Comme d'habitude, Memphis, ils arrivent à te dénicher des joueurs dont parfois t'as jamais entendu parler, mais tout ça, c'est quand même assez solide. Dans un contexte où Ja Morant vit une saison marquée par les blessures, mais ça n'a jamais empêché cette équipe de retrouver sa place au sommet de la conférence. À quel point tu es confiant, Tom, dans cette équipe à quelques semaines des playoffs? Ça dépend confiant pourquoi. Je Bah, dirais confiant que dans. Alors, je vais tourner ma question différemment si tu le permets, après je te laisse parler. oui, pas de Est-ce que problème. pour toi, les Grizzlies sont contenders ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ça? Pour moi, Memphis n'est pas un contender. Alors, même si c'est une équipe qui pourrait quand même répondre à l'adage de Phil Jackson, hein, le fameux 40 victoires avant 20 défaites, puisque aujourd'hui le bilan le permet à 5 matchs près. Là, si par exemple s'ils font 5-2 ou 5-3 en sortie du All-Star Game, ils sont dans le 40 avant 20. Mais je pense pas que c'est une équipe qui a, en tout cas par rapport aux playoffs, qui va répondre à son statut en termes de net rating. Je pense que c'est une D'accord. équipe qui est moins forte parce que c'est une équipe qui a un peu plus de faiblesse. Là où, par exemple, pendant les playoffs, ce qui va être important, c'est la notion de diversité sur peu de postes. C'est-à-dire que généralement, en playoff, tu vas aller jouer à 8-9. Memphis, ce qui fait sa force de l'équipe, c'est que Memphis a de la diversité, mais de la diversité sur les profils de joueurs. C'est-à-dire qu'elle a peu de joueurs qui sont polyvalents, mais qu'elle a beaucoup de joueurs qui ont des qualités différentes. Sauf que à partir du moment où tu vas devoir faire jouer moins de joueurs, Je ben, il y a des comprends. qualités que tu vas perdre et qui ne seront pas sur le terrain. Et je pense D'accord. que l'équipe sera un peu plus faible par rapport à ça. D'accord. Et donc, tu penses très sincèrement que cette équipe de Memphis, aujourd'hui, n'est pas en mesure. Alors, c'est qui les équipes à l'Ouest qui sont vraiment clairement devant les Grizzlies, selon toi? Où Pour tu moi, te ok, dis, clairement, ça joue pas dans le même. On n'est pas encore dans cette stratosphère-là. OKC très clairement, OKC très clairement, Denver très clairement aussi. Et puis ensuite, c'est un petit peu plus serré, mais je pense que Memphis n'est pas vraiment en. Ça va être des match-ups serrés, tu vois, par exemple par rapport à Minnesota, puisque Memphis il y a le problème offensif lié au spacing, hein, puisque on sait que Memphis c'est une équipe qui est pas réputée notamment pour avoir de bons shooters au global et on voit que les équipes malgré le changement de l'attaque cette année, donc le changement de l'attaque fonctionne puisque l'équipe est la mieux classée sous l'ère Jenkins sous le jeu en demi-terrain et c'est l'une des meilleures équipes à l'EFG cette saison, enfin qui par rapport aux années précédentes qui était souvent dans les 20 dernières positions. Ouais. Et là, on se rend compte que
offensivement, Memphis, c'est une équipe qui, malgré son nouveau système de jeu offensif, ben, les équipes peuvent choisir de ne pas cibler les shooters et de vouloir transformer Ja Morant en scoreur. On voit que cette saison, ce qui fait que Memphis fonctionne très bien, c'est que même si Ja Morant est un peu en retrait au niveau de son scoring, il fait l'une des meilleures saisons de sa carrière au niveau du playmaking. Donc, dans la distribution, dans la création des décalages pour les autres et l'exploitation des autres des décalages qu'il crée. Par contre, son scoring est un petit peu limité parce que il est moins adroit que l'an dernier. Et en fait, l'augmentation du taux d'usage de Ja Morant va passer par l'augmentation d'une sélection de tirs compliqués. Donc, ça va être tout ce qui est flotteur, ou voilà, ce sont des tirs qui sont créés seuls et qui ne sont pas des tirs assistés. Là où Ja Morant en mode chef d'orchestre, il va pouvoir faire rayonner les autres parce que Ja Morant en mode chef d'orchestre, il est assez dangereux pour que la défense le double, qu'on mette 2 sur le ballon et puis ça permet de générer des tirs assistés, donc plus efficaces pour augmenter le niveau de l'attaque. Et ta confiance dans le côté playmaker justement de Ja Morant, tu penses que c'est une qualité chez lui qu'il est capable de vraiment, enfin, dont il est capable vraiment de se servir et d'utiliser à bon escient, ou tu penses qu'il est encore trop, qu'il n'est pas encore assez concentré sur cette partie de son jeu justement? Ben, je trouve que son playmaking, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est ce qui fait sa force par rapport aux autres profils qu'on peut avoir. C'est ce qui fait justement sa force, c'est la qualité de son playmaking. La problématique qu'il y a, c'est que les équipes font en sorte que Ja Morant soit obligé de se transformer en scoreur. Je vois. C'est ça. Et même s'il est capable de le faire, Memphis est moins fort quand Ja Morant score énormément. Ou du moins quand il a beaucoup de munitions, tout simplement parce que c'est un joueur qui, à peu près au niveau, voire en dessous de la moyenne en termes d'efficacité offensive, et que c'est mieux qu'il score énormément de points, un peu comme le théorème qu'il avait eu avec Russell Westbrook, c'est mieux qu'il Tout à fait, score ouais. beaucoup de points qu'il diffuse au niveau de ses partenaires parce que ses partenaires sont plus des talents dépendants, en dehors peut-être de Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. Et si eux, tu les nourris pas, au final, c'est si tu t'enlèves, tu vois, Ja Morant qui drive et qui prend un flotteur, c'est mieux que Ja Morant qui fait un drive and kick et qui ressort sur Luke Kennard à 3 points. Ou Tout à fait, Ja ouais. Morant qui drive et qui redonne le ballon à Desmond Bane pour qu'il fasse un drive, c'est mieux c'est mieux pour la défense parce que Desmond Bane qui doit driver pour ressortir sur un autre joueur, c'est Desmond Bane qui prend pas le tir à 3 points. Tout à fait. Oui, en fait, c'est un peu contre-intuitif effectivement de dire ça, mais en fait, Ja Morant, faire de lui un scoreur, c'est plus facile à gérer et à contenir que si il arrive à emporter avec lui le collectif des Grizzlies Exact. et à faire en sorte de créer justement cette dynamique qui fait que tout d'un coup, ta défense est beaucoup plus susceptible de céder en fait sous les attaques répétées des Grizzlies que si tu as juste un joueur qui s'excite tout seul mais que les autres sont muselés. Exactement, exactement. Est-ce que tu peux me dire un petit peu dans cette saison jusqu'alors, quels ont été pour toi les points positifs dans cette saison concernant les Grizzlies, leur évolution, dans leur jeu, dans leur façon d'aborder les rencontres, et à contrario, quel a été le ou les points les plus frustrants selon toi en suivant cette équipe? Alors, moi je dirais clairement les points positifs, c'est déjà d'avoir réussi à conserver une identité offensive malgré le fait qu'il y ait beaucoup de turnover cette saison, enfin de turnover dans le sens où beaucoup de blessés, puisqu'encore une fois Memphis est dans les premières oui, voilà, équipes tu parles de l'absence des joueurs, pas de voilà. turnover de balles perdues. De perte de balles. Ouais, parce que dans le langage anglo-saxon, c'est vrai ça peut prêter à confusion. Oui, il y a eu beaucoup de changements d'effectifs et tout ça, d'alternance entre des joueurs qui étaient blessés, qui reviennent de blessures, d'autres qui vont à l'infirmerie et tout ça. Enfin, ça a créé beaucoup de mouvements. C'est ça, des préceptes de jeu avec notamment des joueurs qui sont un peu sortis de nulle part, Jalen Wells, qui sont un peu de nulle part, qui est devenu Incroyable. justement C'est leur rookie c'est leur rookie, Jalen Wells. Ouais.
l'un des rookies avec Zakidi, mais c'est en tout cas celui qui a joué le plus, hein, puisqu'aujourd'hui, Memphis, l'une des choses aussi qui fait la caractéristique de Memphis cette saison, c'est que les joueurs de Memphis jouent peu. Il y a quasiment personne au-dessus des 30 minutes de moyenne cette saison, puisque l'effectif est assez profond. Et au final, Memphis n'a que 2 joueurs dans le top 100 de la ligue au nombre de minutes jouées au All-Star Game. C'est Jaren Jackson qui est 59e, donc le premier joueur de Memphis en termes de minutes totales, c'est Jaren Jackson qui est 59e, et t'as Jalen Wells qui est 75e par là. Donc c'est les seuls 2 joueurs qui sont dans le top 100 en termes de minutes totales jouées. Donc on voit que c'est un effectif qui tourne beaucoup, qui vise un peu le côté long terme pour avoir des joueurs frais en fin de saison. Donc ça fait partie du positif. L'attaque, la nouvelle attaque qui fonctionne bien face à 80% des équipes NBA, mais qui fonctionne pas forcément très bien face à l'élite défensive. Et après, parmi les autres choses que j'ai beaucoup aimé, c'est les révélations de Scottie Pippen Jr., JF qui sortent un peu de nulle part aussi, et qui ont apporté de bonnes minutes. Et ensuite, les confirmations de Brandon Clark et de Santi Aldama à leur niveau, et de Jaren Jackson Jr. et de Desmond Bane à un autre niveau. Ouais. D'ailleurs, Santi Aldama, son contrat expire. Il a un contrat expirant à la fin de la saison. Il sera agent libre restreint. Et c'est aussi l'une des raisons il n'est pour pas lesquelles... cher payé, il est en dessous des 4 millions. Je vois mal comment les Grizzlies, s'ils doivent renégocier Jaren Jackson, comment ils vont réussir à maintenir ce gars-là dans leur... c'est pour ça que Smart a été, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle Smart a été libéré, entre guillemets. C'est parce que voilà, il faut faire de la place pour Jaren Jackson, mais aussi il faut faire de la place pour pouvoir re-signer Santi Aldama, qui est un joueur essentiel dans le fonctionnement de ces Grizzlies, qui est avec Brandon Clark, un des meilleurs joueurs qui sort du banc pour cette équipe-là de très loin, quoi. Enfin, ce sont des joueurs qui sortent du banc, mais qui pourraient être titulaires dans d'autres équipes. Et juste pour rebondir sur ce que tu me disais par rapport à ta question sur ce que j'ai moins aimé. Les frustrations, les grosses frustrations. Alors, ça va être le niveau défensif de Memphis face à certains types de profils de joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Memphis est incapable de contenir des joueurs, des ailiers puissants ou les ball handlers puissants, puisque c'est Jalen Wells qui est désigné sur le point d'attaque, puisque dans la structure de la défense de Memphis, historiquement, ça a toujours été le poste 3 qui prenait le point d'attaque, puisque Ja Morant n'est pas mis sur le point d'attaque, ni Desmond Bane par rapport à des raisons offensives. Donc généralement, voilà, ça va être le poste 3. Donc ça a été historiquement Dillon Brooks. Marcus Smart a été ramené pour ça. Et là, ça a été cette saison, c'est essentiellement Jalen Wells qui s'y colle, et avec un peu de Vince Williams. Sauf que le problème, c'est que face à certains joueurs puissants, Jalen Wells ne fait pas le poids, et en fait, la défense perd en étanchéité assez rapidement selon certains profils. Par exemple, on les a vus par exemple contre James Harden. On a vu également quand fallait jouer contre Luka Doncic, des joueurs qui sont puissants comme ça. Memphis ne peut rien faire, entre guillemets, sur le point d'attaque, obligé d'envoyer 2 joueurs sur le ballon, et à partir du moment où tu envoies 2 joueurs sur le ballon, tu rentres vite en rotation et tu te fais soit punir au cercle, soit punir dans les corners à 3 points. Autre point, ça va être le manque criant de qualité athlétique. Ça peut paraître bizarre, mais Memphis souffre de manque criant de qualité athlétique, dans le sens où, en dehors de Brandon Clark et de Ja Morant, il n'y a aucun joueur qui, pour moi, est au-dessus du niveau athlétique moyen à sa position. Et pourquoi c'est important à tes yeux, cette histoire, alors ? Pour moi, c'est important, puisque Memphis, quand on va arriver au niveau des playoffs, va devoir jouer soit contre des équipes puissantes, soit contre des équipes rapides ou athlétiques. Quand tu vois par exemple les Memphis Houston qui a eu cette saison, le déficit athlétique, il est criant, notamment sur tout ce qui est seconde chance, sur la rapidité d'exécution, sur la flexibilité défensive. Non, mais je dirais que Houston, c'est une équipe particulière en même temps. Il n'y a pas beaucoup d'équipes aussi physiques que Houston. Non, ils sont dans la même conférence, ils sont dans la même division, et ils ont le même objectif. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était juste pour souligner le fait que Houston, c'est un exemple en termes de puissance physique, c'est quand même une des exceptions de la ligue. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que, il y a beaucoup d'équipes vont souffrir de la comparaison physique face à
face Face aux à Houston. Rockets, ouais. Face aux Rockets. Ou même quand tu prends, tu vois, tu prends Minnesota. Minnesota aussi, c'est un peu pareil, tu vois. Ouais. La puissance physique. Et en fait, parmi ces choses-là, tu peux avoir, pour moi, le côté manque de, le déficit athlétique fait que tu vas te retrouver avec une domination. Et le problème, c'est que Memphis, à partir du moment où tu as le déficit athlétique, tu dois soit être plus adroit, donc tirer, soit arriver à être plus rapide parce que tu es petit. Et en fait, c'est ça la problématique, c'est que Memphis, notamment face à des équipes qui sont potentiellement grandes et puissantes, par exemple, si on prend d'un point de vue match-up, on peut avoir le cas de Dallas, le cas de Minnesota, le cas de Houston. Donc, c'est des équipes qui ont des joueurs, enfin, ce sont des équipes qui sont plus athlétiques, plus grandes, et Memphis a quand même a le déficit athlétique et n'a pas le tir. Il ne va pas plus vite. Mmh. Ouais, je Donc vois ça très peut bien. poser ça peut poser quelques problèmes, ça peut poser quelques problèmes justement au niveau des playoffs d'un point de vue match-up. Après, Memphis, ça reste une des équipes les plus efficaces en termes au tir. Enfin, je veux dire, en Oui, termes de réussite au tir. oui, C'est l'équipe qui joue avec le rythme le plus soutenu de toute la ligue. oui. Euh, Moi, je trouve qu'ils ont quand même des capacités. Et puis, défensivement, ça reste une équipe extrêmement sérieuse et dure sur l'homme. Il faut se les farcir, Memphis, quoi. Oui. Faut vraiment y aller, quoi. Alors, je crois qu'ils ont pas un bon bilan contre les meilleures équipes, Non. de la conférence. Et ça, enfin, de la ligue. Et ça, Oui. quelque part, c'est inquiétant dans le sens où, effectivement, tu te dis que un potentiel premier tour, en étant deuxième, pourquoi pas, ça peut passer. Et encore, Mhm. faut pas tomber sur un adversaire piégeux qui, euh, qui peut réussir à exploiter tes faiblesses. Mais une fois que tu vas commencer à monter en grade, c'est-à-dire que tu vas commencer à atteindre les demi-finales de conférence, Oui. ça commence à devenir effectivement plus problématique. Parce que Clairement. c'est exactement ce que tu as dit très bien tout à l'heure, c'est que tout d'un coup les rotations se réduisent et en fait le, le noyau dur de ton équipe en playoff, des joueurs qui vont jouer en playoff, bah ça t'arriveras à en retirer moins de bénéfices que pendant une saison régulière, tout simplement. Mm. Et puis tu vois, il y a quelque chose qui est important, c'est l'aspect expérience, notamment au niveau la saison régulière et c'est une chose, mais les playoffs c'est autre chose. Et au final, quand tu regardes la façon dont est composé l'effectif de Memphis, il y a deux rookies qui sont dans il y a deux rookies qui sont dans le starting five. Ouais, Et quand tu prends la rotation, il n'y a qu'un seul joueur qui est dans son troisième contrat NBA, c'est Luke Kennard. ouais, tout à fait, ouais. Sinon, les autres, sont soit des contrats rookies, soit des joueurs qui sont dans leur deuxième contrat. Donc il y a toute cette notion d'expérience aussi qui peut jouer. Et qu'est-ce qui va se passer en dehors des cadres, pardon, au niveau des role players, parce qu'on sait que souvent la bascule peut se faire aussi au niveau des role players. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si ces joueurs-là, qui sont des membres importants de la rotation, qui doivent engranger un certain nombre de minutes et qui font partie du socle de l'équipe, bah, si ces joueurs-là ne répondent pas présents. Là où dans les autres équipes, tu as des vétérans qui apportent aussi plus de certitude. Parce que c'est vrai que la jeunesse, entre guillemets, la jeunesse en playoff n'est jamais... l'incertitude liée à la jeunesse en playoff n'est jamais un critère pris sous l'angle positif, on va dire. Ouais, complètement, ouais. Je m'en voudrais de ne pas te poser la question de la rumeur lancée par Howard Beck, parce que alors, maintenant que Ah, Luka Doncic a été transféré, c'est la porte ouverte à toutes les... N'importe qui peut être transféré dans les toute la dingueries. ligue, hein. Même Bah, Adam Silver peut ouais. être transféré en NFL. Howard Beck a lancé que, de ce qu'il entendait, le nom de Ja Morant revenait souvent auprès de certains Oui, dans la personnels bouche dans des gens, oui. Oui. certains front office, voilà, certains dirigeants, merci, j'allais dire exécutifs, j'avais le mot en anglais, mais j'avais pas le mot en français, euh, que son nom revenait régulièrement, que c'était du style, vous soyez pas surpris si cet été, il se retrouve dans un transfert. C'est quoi pour toi? On est sur du clickbait, on est sur de la pure rumeur, on est typiquement sur un fin de mois de février, on essaye d'attirer le chaland. C'est quoi l'idée pour toi?
Bah je pense que c'est vraiment le côté où la NBA est une ligue qui continue de bouger. Et en fait, on se rend très bien compte que au fur et à mesure que tu avances dans la ligue, si tu ne gagnes pas, ton nom commence à venir. Des joueurs qui paraissaient intouchables, en dehors de Luka Doncic, hein, mais des joueurs qui paraissent intouchables, s'ils n'ont pas gagné, s'ils n'ont pas fait par exemple de finale de conférence après 5-6 ans dans la ligue, on commence à se poser des questions sur eux. Tu vois, Sauf si tu t'appelles Joel Embiid. Voilà. Oui, oui. Bon, oui. Bon, voilà, il y a la fameuse exception qui confirme la règle. Excuse-moi, j'ai vu cette perche et je me suis jeté dessus, dis donc. J'ai pas hésité une seconde, je sais pas, je me suis dit, vas-y, tu fonces. T'as pas pu résister. J'ai pas pu résister. Globalement, tu vois, quand tu prends les drafts, quand on prend les drafts, hein, concrètement, hein, si tu prends la draft 2000, je crois la draft 2017, c'est la draft de Tatum, par exemple. La draft de 2017 de Tatum, il y a De'Aaron Fox qui a bougé là. De'Aaron Fox a bougé de la draft 2017. Il y a Donovan Mitchell aussi, où les questions se posaient sur est-ce qu'il allait pouvoir gagner. Il a bougé aussi. Donc, on est passé à la draft 2018. La draft 2018, Trae Young, ça fait un moment qu'il est dans les rumeurs. Ils n'arrivent pas, entre guillemets, à trouver preneur. Luka Doncic a bougé. DeAndre Ayton, à l'époque, a bougé, parce que bon, il fait partie quand même de cette draft-là, faut pas l'oublier. Donc, il y a eu des rumeurs, à partir du moment où tu gagnes pas pendant un certain moment, ben, les questions se posent sur toi. Tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a aucune question sur Shea, puisqu'il a changé de statut, et il est dans une équipe et dans un effectif qui gagne. Ben là, tu arrives directement sur la draft 2019. Et la draft 2019, c'est qui? C'est Zion Williamson, c'est Ja Morant, c'est les RJ Barrett. Voilà, c'est ce type de joueur-là, quoi. C'est ce type de joueur-là. Et quand tu regardes, tu vois, alors, ce sont pas, mais les deux grosses stars de cette draft. Bon, si on enlève, si on prend un échelon plus bas, quoique, Darius Garland, les deux grosses stars de cette draft, c'est Zion Williamson et Ja Morant, qui sont bons sur le terrain, mais qui ont tous les deux des problématiques hors terrain, soit de blessures, soit d'à côté sportif, ben leurs noms vont se retrouver dans les rumeurs, puisque leur équipe ne gagne pas. C'est logique, c'est le cycle de la nature a horreur du vide. Il y a NBA, on est toujours à la recherche de du prochain domino, le prochain domino, le prochain domino. Ah, tu parles bien, Tom. Putain, c'est fou ça. Non, mais c'est tout à fait ça, ouais. C'est tout à fait. D'ailleurs, quand j'écoutais les trucs sur Luka Doncic, j'ai l'impression qu'on parlait de Zion Williamson. Ah, c'est vrai que lui... J'ai l'impression que c'est la description de Zion et tu as envie de dire, mais attendez les gars, vous avez cru que vous aviez Zion dans votre équipe ou quoi? On parle enfin bon, on va pas relancer. Non, on va pas relancer. Ne remettre pas de pièces dans la machine, malheureux. Mais en tout cas, Zach Lemon qui est passé dans une interview avec Drew Hill, qui est un des beatwriters justement qui est dédié à la franchise de Memphis, pour démentir justement toute idée que Ja Morant serait dans des rumeurs de trade. Après, les exécutives, tu vois, moi j'ai regardé le report des propos de Howard Beck. Le exécutif, c'était au singulier. Donc peut-être qu'il a parlé à Nico Harrison. On sait pas. On sait pas. Qui est encore sous le choc, qui est encore en train de dire n'importe quoi, en train de baver. La bave aux lèvres, il a prononcé le nom de Ja Morant. Ok. Voilà. On va terminer ce podcast parce que dis donc, ça fait 1 heure qu'on papote comme ça. On va parler des équipes à suivre. Je t'ai demandé équipage ou joueurs, et on a tous les deux choisi des équipes. Donc c'est les équipes, ça va être les équipes à suivre. Je vais commencer parce que c'est mon podcast et c'est moi qui décide. Donc je passe devant toi parce que je suis quelqu'un de mal poli. Je ne laisse pas la priorité à mes invités. Ou plutôt, je te permets de finir. On finit en beauté avec ton équipe. Oh, c'est magnifique. Tu vois? C'est magnifique. On peut tout tourner dans n'importe quel sens. La force des mots. La force des mots. Moi, l'équipe qui va retenir beaucoup mon intention dans cette fin de saison, ça va être le Thunder de KC. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe la plus jeune de la NBA. Ouais. Elle fait partie des immenses favoris pour le titre. Oui. Et toi qui es fan de Memphis, c'est un peu cette situation-là du Thunder. Alors là, pour le coup, ils sont vraiment en train de concrétiser le truc. Parce qu'ils ont cette jeunesse éclatante. Là, à l'Ouest, ils sont les immenses favoris. Ça fait pas trop de doute, vu la saison qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous faire une saison
Je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes avec une moyenne d'âge comme eux qui ont réussi à faire une saison comme ça. Mais je trouve qu'on a tendance à occulter le fait que tout n'est pas aussi limpide qu'on pourrait le croire. Parce que cette équipe qui est portée par Shai Alexander, qui est favori pour le titre de MVP, est entouré de plein de talents. Hein. Jalen Williams qui a fait son premier All-Star Game, Chet Holmgren qui est revenu de blessure et qui est extrêmement fort, extrêmement complémentaire avec Jalen Williams et SGA. Caruso, Hartenstein qui ont confirmé leur statut de recrue de premier choix, Luke Wensdorf, Kyson Wallace, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, qui sont tous des joueurs précieux dans la rotation. Mais ce qu'on oublie un petit peu de dire en parlant de cette équipe, c'est que je pense que les fans sont face à un réveil assez brutal dans le sens où si cette année ça ne fonctionne pas, et Dieu sait que c'est pas facile de gagner un titre, si ça ne fonctionne pas, tout d'un coup, cette équipe va se retrouver face à la rigueur financière. Parce que tu as le Supermax qui va arriver pour SGA, donc c'est 293 millions de dollars que l'équipe va devoir va lui filer et avec juste titre. À juste titre, hein, le regard, le sourire relève, il y a pas de problème. Mais derrière, il va falloir potentiellement payer combiner Jalen Williams et Chelton Green 592 millions, ce qui veut dire que très clairement, soit tu fais le choix d'avoir 3 joueurs comme ça qui sont payés très cher, mais ça va tout de suite faire fondre tout le reste de l'effectif et des capacités que tu vas avoir, d'avoir des Caruso, d'avoir des Hartenstein, d'avoir tel joueur ou tel joueur. Alors, j'ai vu le contrat d'Aaron Wiggins, c'est pas possible qu'il ait signé ce contrat-là vu la production qu'il a, quoi. Le mec, il s'est écoute, hein. J'ai l'impression de voir Scottie Pippen qui s'est fait avoir à l'époque avec les Bulls. Ouais, bien sûr, je vais signer 10 ans pour 2 millions de dollars, ouais. Ah, merde, putain, je suis vachement fort en fait. Je mérite beaucoup plus. Et bref, il est signé pour je sais pas combien d'années, c'est n'importe quoi. Mais là, on est face à une équipe pour moi qui la pression de gagner cette saison est beaucoup plus grande, je trouve, qu'on ne l'explique. Je trouve, en tout cas, moi, je l'ai pas beaucoup entendu, je le vois pas souvent expliqué. Et je voulais juste souligner le fait que cette équipe, si ça gagne pas cette année, la nouvelle convention collective va les contraindre à faire des choix beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus pointus, avec une marge d'erreur largement plus compliquée. J'aime bien le terme que tu emploies de marge d'erreur, puisque au final, OKC, c'est l'équipe qui aujourd'hui a le plus de marge d'erreur de l'histoire de l'NBA. Parce que quand tu prends la stratégie qu'ils ont eue, c'est-à-dire que en gros, ils ont sur le transfert, non seulement il y a eu les pics de draft, mais tu as aussi le joueur que tu as récupéré dans le transfert qui est devenu un top 2, 3 NBA, ou en tout cas qui... je vois très bien où tu veux en venir et j'ai tout à fait la réponse à ce que tu veux dire. Vas-y, continue. Et du coup, ils ont justement ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut justement pour. Ils ont un top 5 NBA, donc tu as de quoi normalement être un candidat au titre crédible. Et après, ils ont aussi une défense, c'est-à-dire qu'ils ont le remède avec un joueur qui est un attaquant incandescent et implacable, avec une défense historique. Et généralement, ça fait souvent mon ménage. Ça fait souvent mon ménage. Quand tu n'as aucun défenseur négatif et tu as un joueur qui est capable de faire la décision avec une régularité et une métronomie assez incroyable. Et en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ne pas gagner, déjà, ne pas sortir de l'Ouest cette saison serait un échec. Et je pense qu'il pourrait se voir affublé du fameux équipe de saison régulière. Parce qu'au final, l'an dernier, ils étaient déjà first seed. Ils ont perdu au deuxième tour. Là, ils sont first seed. Ils dominent la conférence Ouest. Et ils ont, statistiquement, par exemple, la défense du Thunder est l'une des meilleures de l'histoire de l'NBA par rapport à la moyenne sur la saison en question. C'est-à-dire que on est dans l'une des top 5 défenses relatives à la moyenne de l'histoire de l'NBA, parmi les grandes défenses qui ont existé dans l'histoire de l'NBA. Donc, globalement, c'est une équipe qui est élite d'au moins d'un côté du terrain et qui a un joueur
et qu'il y a un joueur omnipotent offensivement qui va potentiellement remporter le titre de MVP cette saison. Donc effectivement, c'est la première fois qu'ils sont aussi des grandissimes favoris. Mais là où je nuancerais peut-être un peu ce que tu as dit sur le côté pression, c'est que non seulement c'est l'équipe qui a le plus de marge, parce que même s'il y a des problématiques financières, ils ont des tours de draft, soit pour... ils ont montré hein, que à chaque saison, ils arrivent à faire un choix. Tu vois, as parlé d'Aaron Wiggins. Il y a eu, il y a AJ Mitchell là qui s'est blessé. Avant, il y a eu Lou Dort. Ils arrivent à trouver des joueurs assez loin dans la. Non seulement ils arrivent à trouver des joueurs avec les pics de draft, mais ils arrivent à trouver des joueurs assez loin dans la draft qu'ils arrivent à intégrer ensuite au programme et à avoir sur des longs contrats. Donc ça, ils ont peut-être les moyens et les munitions justement pour faire face à des problématiques financières en se séparant de joueurs et de faire comme les Spurs, plutôt que payer un role player qui est déjà là, ben on recrute le nouveau role player, le role player, tu vois le classique, on re-signe pas Jonathan Simmons parce que on a Brandon Paul, quoi, la classique Spurs, quoi, tu vois, la classique Spurs. Donc et je pense que ça, on a ce côté-là. Et un autre aspect, je pense, qui est peut-être sous-estimé, c'est le fait que on parle d'OKC et de la problématique financière qui va se poser pour eux. Sauf que quand tu regardes à l'échelle de la ligue et les équipes qui sont au même niveau en termes de contender, ben ces équipes-là, elles sont déjà dans la limite financière et elles vont être obligées de redescendre avant même qu'OKC soit obligé de redescendre. Tu vois, Boston, Minnesota, toutes ces équipes-là, elles ont déjà été obligées elles ont été ou elles vont être obligées de faire des moves beaucoup plus tôt qu'OKC pour s'affaiblir parce que financièrement, là, il y aura une trop grosse tension. Donc, au moment où OKC sera à son pic, peut-être financier, ben, les équipes qui sont aujourd'hui à côté d'eux et qui se battent avec eux pour le titre, ben, seront déjà redescendues. Ce que je veux dire, c'est qu'OKC, ça va arriver maintenant. Ils vont devoir renégocier Chet Holmgren, ils vont devoir renégocier Jalen Williams. Et Ouais, mais c'est dans 2 saisons, tu vois. Ouais, non, mais les extensions, elles vont se négocier cet été, Tom. Ouais, c'est-à-dire qu'ils négocient ils négocient les extensions cet été, et après elles prennent la saison d'après. Donc entre temps, le contrat d'Artenstein, il a une Je vois team très bien. option. Ouais, je vois très bien. Ouais. Donc ils ont encore un an de sursis après ça. C'est ça. Là où tu vois des équipes comme Boston, ils auront 2 joueurs au Supermax, ils auront 2 joueurs au Supermax, ils auront comment ça s'appelle, des role players vieillissants qui seront aussi très bien payés. Donc et financièrement, tu vois, le proprio veut aussi revendre la franchise, donc on sait pas, non, ils vont être obligés de défendre. C'est intenable. C'est ça. Et effectivement, le Thunder ont encore un minimum de temps devant eux. C'est juste que ce que je trouve captivant, c'est que moi, je pense que la convention collective est faite aujourd'hui de manière à ce que tu puisses avoir 2 joueurs max, pas plus. Et que là, tout d'un coup, ils vont potentiellement se retrouver avec un choix entre Holmgren et Jalen Williams, à qui tu offres le big contrat. Et est-ce que tu arrives à convaincre l'autre de rester à un salaire un peu plus raisonnable, on va dire. Alors, et derrière, qu'est-ce que financièrement ça va enchaîner comme décision? C'est-à-dire que il y a des joueurs sur lesquels tu ne pourras plus compter. Il va falloir que tu continues à faire des strikes à la draft. Ce qui se passe très bien en ce moment. Effectivement, tu as tout à fait raison, mais c'est loin d'être une science exacte et on le sait très bien. C'est quand même quelque chose d'extrêmement aléatoire et extrêmement compliqué. Quand bien même tu as un scouting très pertinent, ce qu'ils ont l'air d'avoir. Ils ont toujours une force qui sera la leur, le Thunder, c'est la montagne de pics de draft qui leur permettra éventuellement de faire des erreurs et de les rattraper par la suite pour exploiter au max le prime dans lequel n'est même pas encore SGA. Shai Gilgeous-Alexander n'est même pas dans son prime. Il va entrer dans son prime là maintenant dans la saison dans l'année qui vient, mais il y est pas encore. C'est ça qui est assez fou en fait. Donc je suis pas en train de dire attention, alerte rouge, le Thunder demain ça s'écroule. Je dis juste que tout d'un coup la rigueur financière va les obliger en tant que front office à prendre des décisions qui moi me fascinent parce que tu vas être obligé de faire des choix et qui vont forcément impliquer des sacrifices. Et j'ai hâte de voir qui va obtenir les promotions, qui sont
pardon, qui seront les joueurs qui obtiendront les promotions, voilà, Oui. et qui seront les joueurs qui seront sacrifiés sur l'autel de la rigueur budgétaire. Oui, c'est vrai. Ouais, effectivement, vu comme ça, effectivement, ça se tient, ça se tient. Mais là où je trouve que, tu vois, l'histoire, encore une fois, l'histoire, on rappelle que Sam Presti a vu ce cas de figure-là, avait transféré James Harden par rapport à la rigueur financière. Il est dans la même situation. Il avait voulu anticiper le truc. Oui. Il avait fait une décision de merde. Voilà. Et Clay Bennett, justement... le propriétaire, qui est à la tête alors, je suis incollable sur cette histoire. J'étais archi fan du Thunder, j'étais dégoûté. Clay Bennett a refusé pour combien? 5 millions ou un truc comme ça? 5 millions, de dollars de contrat, sachant que 2 ans ou 2 ans plus tard, c'était le cap grimpait de je sais pas combien. Enfin, c'était complètement débile. Et surtout qu'ils sont allés dans la taxe après, tu vois, pour signer des Enes Kanter, avoir John Waiters, et qu'ils avaient juste eu. Je sais pas si tu te souviens, il y avait à l'époque, tu pouvais en plus vider un contrat, c'est-à-dire te débarrasser d'un contrat l'amnesty clause. Tu pouvais te débarrasser d'un contrat et les mecs ils étaient là, ah non attends, on va garder Kendrick Perkins, il est trop précieux dans le vestiaire. Et putain les gars, sans déconner quoi. Ben tu vois, le fait que l'histoire se répète, je pense pas qu'il fera la même erreur et c'est ça que j'ai hâte de voir. Il va signer, qu'il va garder les 3 et il va se séparer des role players. C'est ça que j'ai hâte de voir, Tom. C'est ça qui me passionne, c'est-à-dire que Sam Presti est un des mecs c'est un gars du front office qui est respecté, adulé, applaudi, acclamé à juste titre. Mais il a, à mes yeux, toujours cette cicatrice du transfert de James Harden que lui n'a jamais oublié, j'en suis persuadé. Il a eu cette équipe jeune et où on se disait tous, mais le trio Harden, Westbrook, Durant, ils vont foutre le bordel dans la conférence Ouest. C'est pas possible. Et là, il a une deuxième chance et il se l'est créé cette chance. Hein, attention. Oui. Par son intelligence, par sa façon de se greffer dans des deals en permanence, de récupérer des pics en permanence, de sentir le désespoir des autres. Les opportunités des uns, il a toujours su les retourner à sa faveur et ainsi de suite. C'est assez incroyable ce qu'il a fait. Mais on sait, toi et moi également, que concrétiser le truc de manière à aller gagner un titre, c'est tellement dur de gagner un titre NBA. C'est tellement un truc de fou. Tout ce qu'il faut comme déjà compétence et chance et qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas ci, qu'il n'y ait pas ça. Enfin, c'est n'importe quoi en vrai. C'est la roulette russe, le truc. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour lui, quoi. Parce que s'il y a un mec qui représente la compétence et le professionnalisme dans cette ligue, c'est bien Sam Presti. Et c'est là où tu comprends que ce métier est excessivement compliqué, quoi. Oui, c'est très difficile. Et par contre, à sa décharge, puisque l'histoire est souvent écrite par rapport au résultat de Sam Presti, c'est que effectivement le trade de James Harden est un mauvais trade historiquement. Par contre, il faut pas oublier que l'équipe du Thunder avec Kevin Martin est l'une des meilleures équipes. Mais oui. C'est une des meilleures équipes de l'histoire de l'NBA sur une saison régulière. Et si t'as pas Pat Beverley, il rentre dans le genou de Westbrook au premier tour des playoffs, potentiellement, voilà. T'en sais rien du tout. Et Dieu sait qu'il a réussi à raccrocher le truc parce qu'en 2016, ils sont à 2 doigts de sortir les Warriors qui étaient à 73-9 en saison régulière. Ils menaient 3-1. Je veux dire, cette équipe, si elle gagnait cette série de playoffs, elle rentrait dans la légende quoi qu'il arrive. Ils venaient de sortir les Spurs, qui était pareil, une des meilleures équipes de l'histoire de la saison régulière, en demi-finale de conférence. Oui. Assez nettement. Hein. Ah non, mais c'était 4. Ils perdent le match. Je me souviens, ils perdent parce que c'était les débuts du podcast d'un Hebdo. Et en fait, ils perdent le match 1. Ils se font terrasser et on dit, les Spurs ont eu un shooting indécent. Ça ne va pas continuer. Et les Spurs ont perdu, ils ont perdu après la série, quoi. Ah non, mais ils se sont fait dominer, C'était fou. Et bref, on verra bien ce que ça donnera tout ça, mais voilà, pour moi, le Thunder, ça reste et là, je trouve que effectivement, autant l'an dernier, j'étais plus j'avais plus un doute, même s'ils étaient first seed, j'avais plus un doute sur le fait que le manque général de
d'expérience. Et encore une fois, on parle d'une équipe, c'est des gamins tous là. Oui. En fait, c'est dingue les espoirs qu'on met dans cette équipe, l'exigence qu'on a envers cette équipe en disant ouais, le Thunder c'est bon et tout ça. Mais c'est tous des. Franchement, s'ils gagnent le titre, c'est un exploit de fou. Oui. Parce que pour moi, le basket, c'est un jeu. La NBA, c'est une ligue qui exige un minimum de maturité. Et ça serait fou que cette équipe parvienne. Et Dieu sait qu'ils ont les Caruso, Hartenstein, tout ça. C'est justement pour ça que ce sont d'excellentes recrues. C'est que c'est des joueurs expérimentés et qui ont du métier et qui n'ont pas peur et qui ont déjà vécu des situations de play-off, tout ça, et qui ils sont vraiment la potentielle clé pour cette équipe. En tout cas, ça va beaucoup aider de les avoir, quoi. Champion NBA, Alex Caruso, hein, ne l'oublions pas. Exactement. À toi, ton équipe, pour finir en beauté, Tom. Ben, c'est une équipe dont vous avez déjà parlé un peu l'an dernier, la semaine dernière, les Houston Rockets. Ouais, les Houston Rockets. Alors pourquoi tu cites les Rockets alors? Alors moi, je me dis que c'est une équipe qui va être à surveiller, tout simplement parce que il y a pour moi 3 gros axes à surveiller avec cette équipe-là. Le premier, c'est la réhabilitation justement de Jabari Smith, hein, qui s'est blessé à la main, qui est un membre important du 5 majeur avant d'être blessé. Sauf que depuis qu'il est parti, Amen Thompson est en train de devenir un peu une superstar. Le franchise player de l'équipe. Le franchise player de l'équipe. Depuis qu'il est parti, voilà, le 6e homme devient le franchise player de l'équipe entre-temps. Et je trouve que c'est un joueur qui faisait sens avec tous les joueurs majeurs du projet. Et à voir comment il va être réintégré, parce que c'est quelqu'un qui va être important, notamment sur le jeu offensif de cette équipe qui, en plus d'avoir un stabilisateur comme Fred VanVleet, elle a besoin d'un joueur qui ramène un petit spacing et un joueur qui est capable de tirer, quoi, parce que c'est une équipe qui, offensivement, a énormément de mal en dehors de tout l'aspect jeu de possession, rebond offensif et contre-attaque générée par des interceptions. Ouais, donc ça, c'est ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est un peu comme vous avez parlé, hein, quel Jalen Green on aura sur la fin de saison, puisque on le voit, hein, les mois où Jalen Green, le shot picking de Jalen Green fonctionne, les Rockets sont excellentissimes, et les mois où le shot making de Jalen Green ne fonctionne pas, les Rockets redeviennent une équipe moyenne qui survit uniquement par la marge et le jeu de possession. Ouais, complètement. T'as absolument raison. Ouais. Donc ça, c'est un autre point pour moi qui va être important. Et la dernière chose, moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment va se passer la rotation, parce que globalement, en fait, le problème de cette équipe, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs qui ne, vu que offensivement, si tu veux, pour moi, il y a pas une hiérarchie qui est assez clairement établie. Et je pense que tous les joueurs, il y a beaucoup de joueurs des Rockets qui se disent qu'ils peuvent être les meilleurs joueurs offensifs de cette équipe. Et comme il n'y a pas une si grande hiérarchie que ça, tu vas voir des joueurs, par exemple, comme, tu vois, Dillon Brooks, il va jamais refuser un tir. Comment il s'appelle? Cam Whitmore, qui ne fait jamais de passe, qui se dit oui, les tirs, il peut les prendre, les tirs compliqués, il peut les prendre, tout ça. Donc, j'ai besoin de voir, est-ce qu'il y aura une vraie hiérarchie offensive à la fin de la saison, et est-ce que cette équipe va être capable de jouer sans Fred VanVleet? Parce que pour moi, ça va être, il faut que cette équipe-là, on sait qu'elle fait sens avec Fred VanVleet, et on voit que VanVleet, il est important, par exemple, pour aller gagner des matchs, tu vois, quand ils ont battu, les Cavs, il fait un gros match, une grosse fin de match. Et en même temps, il a montré ses limites à certains moments de la saison. C'est ça. VanVleet, des fois, il est là, il spamme le step back à 3 points, et tu te dis, mec, mais arrête. Son fameux tir arc-en-ciel. Ça marche pas, là, tu vois bien. Non, en fait, moi, j'ai besoin de voir, est-ce qu'il y a une équipe sans VanVleet qui est viable pour les playoffs? Et est-ce que cette équipe-là peut être capable de se passer de Dillon Brooks également? Parce qu'on sait que en playoff, Dillon Brooks est un joueur qui peut être amené à se surresponsabiliser lui-même, et ce qui ne va pas faire énormément de bien au jeu offensif de l'équipe. Tu veux dire qu'il a tendance un peu à croquer et à vouloir prendre le truc à son compte Ah, là, c'est plus que croquer, là, c'est manger, même. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est un joueur qui... tu le connais bien, en plus. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, Houston, ce qui est intéressant avec cette équipe de Houston, c'est qu'il y a peu de joueurs timides.
C'est-à-dire que, tu vois, des fois sur un terrain de basket, tu vas avoir des joueurs qui vont être critiqués parce qu'ils prennent beaucoup de mauvais shoots, et aussi des joueurs qui vont être critiqués parce qu'ils veulent tellement pas faire d'erreurs qu'ils ne prennent pas les tirs. Sauf qu'à Houston, tu as beaucoup de joueurs qui n'ont pas peur de prendre les tirs. Et c'est pour ça que parfois dans des fins de match, bah, tu comprends pas pourquoi, par exemple, Sengun il voit pas le ballon pendant 2-3 possessions. C'est parce que t'as un gars qui se dit, ok, là je vais mettre mon panier, je peux mettre mon panier. Et en fait, c'est ça en fait, le fait qu'il n'y ait pas de grosse hiérarchie Ouais, et que tout le monde peut se dire, ben en fait t'as une équipe qui un peu sur courant alternatif offensivement, quoi. c'est marrant parce que j'avais jamais réfléchi forcément au truc comme Ouais. ça, mais c'est tout à fait ça en fait. C'est Mm. exactement la sensation que j'ai quand je regarde Houston. C'est que des fois, c'est un peu, alors enfin, pas forcément désorganisé. C'est décousu. Ouais, ça serait un grand mot que de dire ça, mais des fois, tu as l'impression que ouais, il y a une énergie qui est positive, Mhm. mais qui est aussi, qui peut aussi être contre-productive, dans le sens Ouais, où chacun a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Tu as un espèce d'élan, mais qui devient vite un espèce de cafouillage oui, généralisé où tu te dis, attendez les gars, posez-vous, c'est ça. revenez aux fondamentaux, revenez à ce qui fonctionne. Et des fois, tu as l'impression qu'ils ont vraiment du mal à identifier ce qui leur permet d'être aussi forts. Ouais. Et que des Ou tu vois, fois, ouais. il n'y a pas forcément une réalisation concrète de ça, c'est ça qu'on veut faire et c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ça qui est qui peut être assez pas frustrant non plus parce que les mecs là ils sont quatrième de la conférence Ouest. J'ai dit à Charlie l'autre jour, un Houston OKC au second tour en playoff. Alors vu que Houston était très haut quand on a parlé de ça, j'ai dit n'importe quoi puisque j'étais en train de me dire ouais je veux les avoir au premier tour. Forcément, jamais de la live ça se passera au premier tour, Josh. Si tu comprends comment ça fonctionne le seeding, ok très bien, j'ai dit de la merde. Mais là tout d'un coup, s'ils sont quatrième Houston, eh ben c'est pas totalement impossible qu'on ait un second tour OKC Houston. Et cette série, j'ai trop envie de la voir quoi. J'ai trop envie de voir Ouais. cette série. Au second tour, t'imagines, t'as un Rocket Thunder. Et la Mm. vache, mais. Et même, je pense que, tu vois, par exemple, c'est une équipe qui va être un peu... je pense que c'est une équipe que les autres équipes vont... Si, par exemple, le top 4 reste ainsi, je pense que un peu comme Memphis, vu que c'est la plus inexpérimentée des quatre équipes, Mhm. il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir se positionner pour jouer Houston au premier tour, connaissant Tu les crois? limites offensives. Bah, je pense, hein. Je pense que si tu as le choix, par exemple, si tu es, par exemple, Ah, t'es je les comprends ce que tu Lakers, veux les dire. Clippers, est-ce que tu préfères, est-ce que tu préfères Denver, Memphis ou Ouais, Houston? ouais. Je pense qu'il y a des gens qui vont se dire, on préfère prendre Houston parce qu'ils sont ils sont plus inexpérimentés, ils ont moins de star talent entre Ouais, guillemets, ouais, et je que comprends. Ouais, voilà, c'est une ils équipe ont... qui peut se faire Ouais. dérailler un petit peu plus facilement que les deux autres potentiellement. Offensivement, c'est moins pénible, je pense, de jouer les Rockets. Offensivement, c'est une équipe qui peut être en playoff, qui peut à un moment caler, quoi, sur la Oui, production offensive. Donc, tu peux leur choper un match. Maintenant, putain, faut quand même avoir le moral pour se taper Houston, quoi. oui, défensivement, c'est Faut pas voir pareil. se les cogner, quoi. Les Mhm. Tari Eason, Amen Thompson, les Dylan Brooks, qui sont sur ton dos en permanence, en train de te harceler. Fou. Mhm. Je sais pas si c'est Après, une équipe que j'ai envie à de voir me, si, je sais pas si j'ai envie d'y aller quand même la fleur au fusil, quoi. oui. Bah après, c'est soit ça, soit potentiellement, tu vois, Memphis ou Denver. Ah, et non, c'est sûr que ça donne aucune ne donne envie, ouais. Ouais. Aucune ne donne envie. Et d'ailleurs, les Nuggets, je suis bien content de ce qui se passe. Je vais pas essayer j'ai pas envie de jinxer cette histoire. D'ailleurs, tu penses qu'ils finissent deuxième, les Nuggets? Est-ce que mais de quoi tu parles? Mais pourquoi tu me parles des Nuggets? Laisse-moi tranquille. Non, je déconne. Je déconne. Non, mais j'ose pas parler des Nuggets parce que j'ai pas envie de casser le truc, tu vois. On est sur un bon délire, là. C'est en train de, je sais pas, à vrai dire, je m'en fiche totalement. Pour moi, ce qui est important, c'est que les Nuggets continuent. J'espère qu'ils ont pas piqué trop haut. J'espère Mhm. qu'ils continuent sur la bonne vibe qu'ils ont actuellement. J'ai hâte de voir comment ils vont réintégrer Westbrook dans cette dynamique-là. Que Watson, Ah, il va ça revenir se remette aussi. bien et tout. Mhm. Et qu'ils utilisent le dernier mois, on va dire, de la mi-mars à la mi-avril.
J'aimerais bien que l'effectif soit vraiment bien au complet et que ça concrétise en fait. Que ça Mm. concrétise ce qu'on est en train de voir là. Et là, c'est magnifique ce qu'on voit. Là, ils sont en train de. Jamal Murray relève la tête. Il fait Il toujours est un peu tête, hein. les Mm. mêmes trucs. Hein. Il y a toujours des saisons un peu bizarres. Les montagnes russes. Enfin, il commence pas bien et puis là, il est en rythme, donc c'est cool. Donc j'espère qu'il va Mm. tenir qu'il va pas se blesser ou quoi que ce soit. Mais non, ça joue très bien. Et Michael Porter Jr. Ouais. Énorme saison, ouais. Ouais, il est discrètement en train de faire une vraie bonne grosse saison. Ouais. Aaron Gordon, il s'est définitivement remis de sa blessure là et ils ont bien fait de l'économiser. Ils l'ont laissé longtemps hein, sur le banc enfin sur le banc à l'infirmerie. Au frigo, ouais. Ils ont pas précipité le truc. Ils l'ont fait revenir calmement, même si c'est un moment dans le classement c'était vraiment pas top. À un moment ils étaient 9e hein, Denver. Mm. Oui, 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 oui. Ils étaient pas bien. Ils étaient à 50% en termes de ratio victoire-défaite. Donc, non, franchement, pour moi, le plus important, en fait, quand je les vois là, j'ai l'impression de voir un peu Dallas la saison dernière. Ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire. La Las post All-Star Break avec Ouais, Daniel Gafford et PJ post-transfert. Ouais, Washington. ouais, ouais. Ouais. Mais même avant le All-Star Game, une fois qu'ils avaient fait ce transfert, ils ont vraiment commencé à prendre une autre dimension, à, à s'afficher dans les meilleures défenses et tout ça, et surtout à trouver cette espèce d'élan collectif où la machine était lancée, quoi. Et je pense, de mon expérience en tant que fan, ce sont ces équipes-là qui font des bons parcours en playoff. Le Ouais. problème, c'est qu'il faut pas commencer trop tôt pour arriver frais sur une bonne dynamique en playoff. Il faut pas commencer trop tard non plus parce que sinon Mm. voilà, tu peux perdre pied aussi. Mais Mm. le timing est jamais une science exacte et c'est toujours délicat. Mais tu vois, par exemple, Cleveland et OKC, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer leur excellente saison. Et Mhm. Cleveland, des fois, je me dis, tiens, il y a des petits signes qui montrent que c'est moins évident, quoi. Même si DeAndre Hunter, là, c'est une excellente recrue à Même Devonte l'intersaison. Green, hein, qu'ils ont récupéré là. Ouais, qui va signer Au chez eux, final, c'est des, ouais, c'est après, des corps dont ils auront potentiellement besoin en playoff, quoi. ouais, Sur un match, ça peut faire la carrément, différence. Sur un match, carrément. ça peut faire la différence, ou sur un match-up, hein, puisque on sait que les playoffs, tu vois, on parle souvent de ton bilan face au top 10 net rating de la ligue, mais au final, en playoff, au final, tu peux en jouer que deux, hein. Ouais, Tu peux en jouer que deux ou trois, hein, ouais. en fonction de la conférence, en fonction de ta partie de tableau. Voilà, tu peux en jouer que deux ou trois. Et ces équipes-là que tu vas jouer, bah, peut-être qu'elles auront des blessés. Donc tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver en playoff. Mais Tout peut t'arriver en playoff. je continue de croire que Nikola Jokic est le joueur le plus relou à jouer de toute la ligue. C'est le joueur qui Oui, pose le plus le de match-up nightmare, problèmes. ouais. Voilà, Clairement. Oui. c'est vraiment un joueur contre qui il y a peu de solutions. Euh, et il a surtout cette capacité à porter ses coéquipiers autour de lui, à élever Mm. le niveau de tout le monde autour de lui. Donc voilà, j'ai envie d'y croire, mais effectivement, le Thunder, c'est un morceau de Il fou. joue gros. Il joue gros cette saison, Ouais. comme tu dis. Il joue gros. Donc après, qui sait, hein, peut-être là, s'ils sont pas dans la même partie de tableau, tu vois, un Nuggets ou KC en finale de coupe, ça peut être pas mal. Ouais, je continue de croire que les Timberwolves, S'écria le fan de Memphis. ça reste un emmerdement général pour Denver. C'est une équipe qui connaît très bien les Nuggets. Et là, par exemple, c'est pas exclu que les Timberwolves fassent leur retard sur les Clippers C'est vrai. et les affrontent au premier tour, par exemple. Ou s'ils restent septième et que Denver se hisse à la seconde place, c'est pas Mm. exclu que ça s'affronte au premier tour. Et là, je pense que je serais pas rassuré, ouais, effectivement. Ouais. Après la défaite de Mm. l'an dernier, c'est pas. Après, c'est pas la même équipe de Minnesota, hein. Non, pas du tout. Ils sont Ouais. moins grands, hein. Ils sont moins grands, hein. Oui, oui, bah, à partir du moment où il n'y a pas Karl Anthony Towns, qui était vraiment un joueur extrêmement compliqué. Pour le coup, c'est un des meilleurs défenseurs sur Jokic. C'est bizarrement, pour moi, c'est pas forcément un défenseur élite, Towns, parce qu'il a il fait des erreurs mentales qui sont des fois déconcertantes. Monumental. Ouais. Ils sont monumentales.
Mais bizarrement, face aux Nuggets, il a toujours extrêmement bien défendu sur Nikola Jokic, quoi. Bah, c'est surtout que le fait d'avoir un joueur comme Karl Anthony Towns qui est grand et un peu mobile et qui est résistant, ça permet de le mettre sur Jokic et d'avoir quand même et de faire en sorte que Rudy Gobert continue à défendre sur tout le reste de l'équipe. Ouais. Puisque si tu mets Gobert sur Jokic, ben ta défense loin du ballon entre guillemets, ben Karl Anthony Towns, il a pas le volume défensif loin du ballon, ou du moins qui hors de l'homme sur toute il a pas le même impact sur la défense collective qu'un joueur comme Rudy Gobert. Donc c'est pour ça que tu préfères que Rudy Gobert ne soit pas sur le meilleur joueur adverse parce que tu veux qu'il défende sur l'équipe. Exactement. Pas sur le joueur. Et que tu aies ce deuxième rideau qui, exactement, contre Denver et Jokic, typiquement, a montré son efficacité. Et c'est pour ça que tu vois, dans ce cas-là, ça tient la route parce que c'est quelqu'un qui peut résister un peu à Jokic pour permettre que Rudy Gobert ne soit pas sur lui. Parfois, c'est ça aussi le jeu. C'est d'avoir un joueur qui fait que tu ne sois pas obligé de mettre ton meilleur défenseur sur une source d'attaque. Et là, c'est Julius Randle ou Naz Reid. Naz Reid, il se défend pas mal, franchement. C'est un très bon joueur, Naz Reid. C'est un excellent joueur, Naz Reid. C'est vraiment un joueur qui m'impressionne, ce mec. Il vient de nulle part, ce type, et franchement, mais il est vraiment impressionnant, quoi. Je pense qu'on c'était une star au lycée. C'était une star au lycée, malheureusement. On a déjà dérivé encore une fois. Non, c'est sûr. Grosse star au lycée qui, au final, ne poursuit pas en NBA. Et finalement, c'est l'une des success stories, hein, puisque tu vois, on parlait des problématiques que cette équipe de Minnesota avait avant, notamment d'un point de vue de développement de joueurs, parce qu'ils arrivaient à sortir personne. Ouais. Et là, après, tu vois, ils ont fait Naz Reid, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, tu vois, ils sont restés sur une bonne connexion. Ils sont arrivés à développer des joueurs maison, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Non, mais de toute façon, je pense qu'on est parti sur. Mais encore une fois, ça sera les blessures, ça sera tout ça, l'état de santé général. Est-ce que j'espère vraiment que les playoffs qu'on va avoir là, ça sera pas comme l'an dernier où c'était la soupe aux blessures permanentes. Là, c'était un peu gonflant la saison passée, alors qu'il y avait un potentiel de fou. Et ça a un peu gâché la fête. Donc j'espère que cette saison, on va être un peu épargné, très sincèrement. J'espère en tout cas. Tom, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta présence. Merci à toi pour l'invitation et puis c'était avec plaisir. Et puis on se reparle bientôt. Mais oui, avec grand plaisir. S'il y a un duel Denver-Memphis, je t'invite, on fait un face-à-face. Argument contre argument. Octogone. Avec Alain Duhamel comme modérateur. Je déconne. C'est parce que je suis vieux, c'est parce que Alain Duhamel avant il animait les débats présidentiels, c'est pour ça. Je raconte n'importe quoi. Tu vois, c'est vraiment le moment où il faut fermer boutique, tu vois. Allez, messieurs dames, c'est bon, c'est fini, on ferme le bar, c'est terminé. Tom, merci beaucoup. Chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas le mailbag, envoyez vos mails NBA Corner Pod POD @gmail.com, nbacornerpod@gmail.com pour envoyer vos questions sur la fin de la saison. On y répondra la semaine prochaine. Je vous souhaite d'ici là de passer une bonne fin de journée, un excellent week-end et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Salut.